Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live sur les expériences immersives et l'empreinte environnementale. Alors, est-ce que la réalité virtuelle est un nouvel espace d'expérimentation créative ou est-ce que c'est simplement un Eldorado publicitaire? Qu'est-ce qu'il y a derrière la réalité augmentée, l'AR, la VR? Est-ce qu'une XR éthique et soutenable est possible? Euh, on a, pour répondre à ces questions, deux personnes avec nous, Nicolas et Marie-Véronique. Nicolas, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Pariès, je suis designer et développeur web. Je vis au Portugal et je design en gros des sites bas carbone. Et j'essaye aussi on va dire, de prêcher la bonne parole autour d'un digital un peu plus soutenable et un peu plus éthique. Voilà. Merci, Marie-Véronique. Donc bonjour à tous, Marie-Véronique Gauduchon. Moi, je travaille pour la coopérative Carbone et j'accompagne les entreprises pour réaliser leur bilan carbone et leur plan d'action de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et actuellement, je travaille sur le projet CEPIR, un cas d'étude pour un immersif responsable, où je travaille sur la partie évaluation de l'impact carbone de la VR, la XR, etc. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par explorer euh, les imaginaires autour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le métavers. On nous promet, Mark Zuckerberg en tête, un monde illimité, puisque le monde est physique est limité, alors ces mondes virtuels seraient d'autres espaces pour pouvoir continuer à croître sans limite. Alors, euh, c'est souvent le bullshit bingo avec plein de mots-clés qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Nicolas, est-ce que tu veux nous situer un peu les choses? Quels sont les mots? D'où viennent-ils? Quelles sont les promesses? Euh, alors, je trouve que c'est intéressant que tu parles de Facebook. Parce que c'est quand même l'entreprise qui pousse maximum ce métaverse. Ils ont même changé de nom. Et je trouve intéressant de revenir un peu à la genèse de Facebook. Et qu'est-ce que c'est Facebook? Donc, on dit que c'est un réseau social, mais avant tout, c'est quand même une plateforme publicitaire, parce que la majorité des bénéfices que fait Facebook, c'est via la publicité. Donc, c'est leur modèle économique. Et donc, pour croître, ils ont besoin de développer encore plus d'espaces publicitaires. Et donc, ce métaverse, c'est en sorte un nouvel espace pour faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire dérober l'attention des gens et créer comment dire, euh, des manières, enfin des nouveaux modes de consommation. Donc, ils nous ont habitués à des scrolls infinis avec Instagram et d'autres plateformes. Et maintenant, ils veulent nous mettre un scroll infini sur la tête, on va dire, pour vendre encore plus de publicité. Euh, et comme tu disais, ils veulent créer ce nouveau monde infini parce que le monde actuel est fini, mais aussi c'est une sorte d'illusion de dire aux gens, voilà ce nouveau monde qui est incroyable comparé au monde actuel où on voit tout ce qui se passe actuellement, toutes ces guerres, le changement climatique, qui est très, on va dire, qui peut amener beaucoup de dépression. Et donc c'est ce nouveau monde du métavers, c'est une sorte euh, de fuite du monde réel. Et en tout cas, c'est ce qu'ils veulent nous vendre. Voilà. Et pour toujours vendre plus et vendre plus de publicité. Alors, ça Euh, rappelle, en fait, le terme n'est pas sorti de nulle part. Il y a des œuvres, hum, ce que tu viens de décrire là ressemble beaucoup au film Ready Player One, ouais. issu d'un livre. Il y a ce livre de Neil Stephenson, euh, qui a créé le terme, posé le terme métavers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le côté extrêmement étonnant d'utiliser une dystopie, un terme extrêmement problématique pour essayer d'en faire un objet publicitaire désirable? Oui, oui, c'est assez bizarre. C'est assez.
c'est assez extravagant, effectivement. Euh, Expliquer dans quel sens Peut-être en dire un peu plus, parce que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément d'où viennent ces termes. Ah, d'où viennent? Ah, En d'accord. dire un Donc, peu il y a plus. eu donc ce livre d'où est tiré aussi le film, Ready Player One. Donc, moi, je connais plus le film que le livre. Donc, en fait, cette histoire, c'est qui se passe, je crois, en 2050 ou quelque chose comme ça, euh, où il y a ce héros, en fait, qui est pas encore un héros au début, qui en fait vit dans une sorte de ville où en fait ce sont des containers mis les uns au-dessus des autres. C'est une sorte de banlieue un peu désaffectée, enfin très très pauvre. Et donc les gens ils passent leur vie dans une sorte de métavers. Et il y a des compétitions, il y a des challenges, et en fait il y a le fondateur de ce monde, donc, un peu le même que Meta, en fait. C'est-à-dire que c'est une société privée qui dirige ce monde. Et en fait, le fondateur et c'est ça qui est aussi très intéressant, et le fondateur de, de cette entreprise qui était assez différent. Si on compare avec Zuckerberg, il était très différent parce que ce fondateur avait beaucoup plus d'idéaux, et donc, il voulait libérer le métaverse et l'offrir aux utilisateurs. Et donc, il a créé une compétition avec un œuf caché ou quelque chose comme ça, avec des missions. Et en fait, c'est ça l'histoire de Ready Player One et du livre, qui s'appelle pas Ready Player One, je crois d'ailleurs. Voilà. Euh, euh, et, et donc, il y a une compétition et il y a une société privée et qui est la société qui fait tourner ce métaverse, qui est aussi dans la compétition pour gagner l'accès ou en tout cas la propriété de ce métaverse. Euh, Donc, voilà. Et moi, enfin, ce que je trouverais intéressant, c'est ce côté de propriété et de détenir un monde. Et c'est un peu aussi vers quoi Facebook veut aller, c'est-à-dire que ils veulent mettre des gens dans un autre monde, mais ils veulent contrôler ce monde. Je trouve que ce parallèle est très intéressant. merci pour les éléments de contexte. Alors, là, tu décris un monde dans lequel, en fait, au niveau physique, la réalité, ça ressemble quand même un peu au film Wall-E, quoi. Il n'y a rien qui Oui, va, oui. tas de déchets partout. Et donc, ça nous amène, Marie-Véronique, à ce sur quoi tu travailles depuis des années, c'est-à-dire, mais finalement, quel est l'impact dans le monde réel de ces mondes virtuels? Est-ce que vraiment c'est quelque chose dans le nuage comme ça? Est-ce que ça nous permet de nous évader, de sortir d'un monde qu'on aurait tout euh, détruit, comme ces humains dans Wall-E qui vont dans l'espace dans leur vaisseau? Est-ce que vraiment ça a si peu d'impact? Qu'est-ce qu'il en est dans la réalité? Ouais, je vais d'abord rebondir un petit peu sur ce que Nicolas a présenté sur les objectifs des promoteurs de métavers. Ce qu'on voit avec le numérique, on va dire dans le temps, voilà, quand on faisait un dessin ou une peinture, ben, il nous fallait des jours et des jours pour faire ce dessin ou cette peinture qui avait une certaine valeur. Aujourd'hui, le numérique, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de répliquer à l'identique des objets numériques et donc de les vendre de façon complètement infinie. On voit ça sur la musique, on voit ça sur les films. Et donc, je pense que derrière les métavers, il y a aussi l'idée de se dire on va pouvoir gagner beaucoup d'argent avec des objets qui coûtent pas grand-chose et qui sont faciles à répliquer. Hein, donc des objets virtuels. Maintenant, je vais répondre à ta question et je vais élargir. Je vais pas rester sur métavers. Je vais dire c'est quoi l'impact du numérique aujourd'hui et je vais rester en Europe, pays voilà. Je vais dézoomer de la France. On va rester sur on va prendre le périmètre européen. En Europe, le numérique, c'est 10% de notre consommation d'électricité alors que ça représente un usage qui est en majorité récréatif, c'est 4% de nos émissions de gaz à effet de serre. Si je prends un ordinateur, on va dire aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont équipés de casques de réalité virtuelle. Je prendrai un ordinateur portable moyen, c'est quoi? C'est 2 kg, 2 kg et demi. Ben, pour fabriquer un ordinateur, il va falloir extraire de l'écorce terrestre 700 kg de matières premières,
des minerais, des métaux, des minerais pour les métaux, les terres rares, etc., le pétrole pour faire le plastique. Donc, pour un objet qui fait 2 kilos, ben, quelque part ailleurs dans le monde, on a mobilisé 700 kilos de matières premières. Sur ces 700 kilos, ben, on va produire finalement de l'ordre de 200 kilos de déchets par personne, de déchets miniers, de déchets industriels. Et puis aujourd'hui, en France, notre consommation de biens numériques, électroniques, etc., c'est à peu près 25 kilos par an. Ben, comme on en achète à peu près 25 kilos par an, on en garde un peu dans nos placards, hein. Je suis sûre qu'on a tous quelque part un ordinateur portable dont on n'a pas récupéré toutes les photos qui meurent dans un placard, ou un téléphone pareil, on n'a pas tout extrait et puis on ne l'a pas forcément amené au recyclage. Ça fait qu'on achète 25 kilos et qu'on jette 20 kilos à peu près. Donc, derrière le numérique aujourd'hui, il y a ces 20 kilos de déchets, il y a ces 10% de consommation d'électricité. On est en fait sur des choses très matérielles. Et ça, on va s'en rendre compte quand notre portable il est en panne. Voilà, j'ai oublié de le recharger, ou bien il est trop plein, il arrive à 2 ans et demi et mes applis, elles ne tournent plus. On voit bien qu'on n'a plus accès à ce monde virtuel. Donc ça, c'est nos terminaux. Mais derrière les terminaux, ben, il y a les centres de données qui hébergent ces mondes virtuels. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour l'instant, la limite de ressources, on ne la sent pas encore, mais plus on produit de données, plus on stocke des données. J'ai vu circuler des papiers qui disent qu'aujourd'hui, Netflix est une énorme base de données de banque d'images, tous les films, les séries qu'on peut visionner. Cette banque d'images, elle est à peu près constante, parce qu'en fait, Netflix, quand ils rajoutent des choses au catalogue, ils en enlèvent. Ils se sont dit, voilà, on a un pool d'images à un temps donné, sur un temps donné, on va dire, le stockage des données Netflix, il est à peu près constant. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs Netflix et que Netflix, comme on pourrait imaginer que Meta le fasse un jour sur Metaverse, je cite celui-là parce que c'est le plus connu, mais toutes les plateformes de vidéo à la demande le font, c'est qu'en fait, pour nous proposer du contenu qui correspond à nos désirs, elle enregistre tous nos faits et gestes, tous nos faits et gestes. Et aujourd'hui, en fait, l'enregistrement des données individuelles sur une plateforme de vidéo à la demande, ben, c'est quasiment équivalent aux données stockées, aux données vidéo. Donc, on voit ce qu'on imagine avec un métavers persistant, c'est que il va falloir stocker le décor du métavers, mais aussi que nos faits et gestes vont être enregistrés. Et vous imaginez que si tous vos faits et gestes de la vie, si vous passez 3 heures dans un métavers et que tout est enregistré, ben, au bout d'un moment, ça fait une source de données de plus en plus grosse. Et ben, ça, c'est des centres de données. Donc, il faut les ordinateurs qui construisent les centres de données. Il faut rafraîchir les centres de données. Avec le réchauffement climatique qui arrive, ça pose de plus en plus de questions et on a des villes aujourd'hui qui interdisent l'implantation de nouveaux centres de données parce que les lignes électriques ne suffisent pas. Marseille, c'est un gros hub d'arrivée de fibres optiques, etc. Ben, Marseille a dit les centres de données, stop, j'ai pas les lignes électriques. Qu'est-ce qu'on a d'autres exemples? Le fait que les centres de données, il faut les rafraîchir. C'est de la climatisation. La climatisation, c'est soit de l'eau, soit des gaz à effet de serre. Et avec les sécheresses, ben, est-ce qu'on met l'eau pour arroser les champs pour produire à manger ou est-ce qu'on prend l'eau pour rafraîchir les centres de données? Donc, cette apparition des métavers, moi, elle m'inquiète beaucoup parce que c'est de nouveaux usages, de nouvelles ressources, de nouveaux besoins électriques, de nouveaux besoins en matériaux. Merci. Donc, c'est pas du tout dématérialisé. Vraiment l'idée d'un nuage, de quelque chose comme ça qui serait très léger, qui ne pèse sur rien, c'est pas du tout la réalité. C'est pas du tout la réalité. En fait, ce qui pose un peu question avec les métavers, là, quand je vous ai parlé de l'impact du numérique, c'est les équipements existants. Alors moi, je suis une des plus âgées du groupe. Quand je suis née, il n'y avait pas de téléphone portable. Il y avait à peine les premiers ordinateurs. Donc, j'ai eu mon premier ordinateur à la fin de mes études, voilà, après le bac. Mon premier téléphone, j'ai dû l'avoir, mon premier téléphone portable, et c'était un dumb phone. j'ai dû l'avoir à 30 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est que petit à petit, en tout cas dans le monde occidental, on va s'équiper progressivement. Le premier objet à être arrivé chez moi, c'était la télévision, puis l'ordinateur, puis le téléphone portable. Aujourd'hui, dans les statistiques, il y a une partie de la population qui possède 2 téléphones, un pour le travail, un pour la vie privée, 2 ordinateurs, un pour le travail, un pour la vie privée. Et là, avec le métavers, si le métavers est accessible avec un casque VR, on arrive avec encore un nouvel équipement
Donc, encore des matériaux supplémentaires, encore des consommations d'énergie supplémentaires. Moi, je travaille sur le climat depuis une vingtaine d'années. J'ai croisé quelqu'un tout à l'heure dans la salle d'attente. Je pense que vous avez eu dans ce parcours-là des choses sur voilà, sensibilisation aux enjeux climatiques, la nécessité de limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Ça veut dire, pour le numérique, qu'il va falloir qu'on baisse nos émissions de 45% en 2030 et de 80% en 2050. Baisser les émissions alors qu'on augmente les équipements, tout le monde peut imaginer que ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez envie d'acheter un casque VR, qu'est-ce que ça va remplacer chez vous? Est-ce que vous virez votre téléphone, vous virez votre ordinateur, vous virez votre télé? On va vraiment avoir à se poser. En fait, on est un peu sous contrainte. On a un budget carbone individuel dont on nous dit que d'ici 2050, il doit baisser à 2 tonnes de CO2 par personne et par an. Et comment, dans ces 2 tonnes, je me nourris, je me déplace, je chauffe ma maison et qu'est-ce que je garde pour le numérique? Si on prend les ordres de grandeur, là, je parlais de l'Europe tout à l'heure, donc vous avez 2 tonnes. 2 tonnes, c'est 2000 kilos. Le poids carbone du numérique aujourd'hui pour un Européen, c'est 360 kilos. Donc ça représente à peu près un petit peu moins de 20% de notre budget global. Et vous comprenez bien qu'il faut d'abord qu'on mange, après qu'on ait une maison, après qu'on se déplace pour aller voir les copains, pour travailler. Et donc vraiment sur le numérique, il va falloir qu'on fasse des arbitrages. Donc le métavers ou la VR, pourquoi pas, mais pas le métavers avec chacun son casque VR chez soi dans son salon. Il va vraiment falloir qu'on réfléchisse à se dire c'est quoi notre budget numérique, c'est quoi les usages du numérique indispensables. Alors on peut penser à la banque, la santé, rester en contact avec ses proches. Et après, c'est quoi les usages gadgets, récréatifs, et qu'est-ce qu'on va choisir de faire dans ce budget. Donc à partir du moment où on a un budget, il faut qu'on compte. Et une fois qu'on a compté, comment on choisit, qui va arbitrer. Là, tu amènes des éléments, l'idée d'un budget carbone, ça va avec la logique des 2 tonnes, des préconisations. Est-ce que tu peux nous parler du programme CEPIR et de l'analyse de cycle de vie? Comment on fait pour calculer ces impacts sans rentrer dans un détail trop fin, mais quelle est la logique? Qu'est-ce qu'on essaye de faire et quels sont les résultats? Alors, moi, je suis qu'un opérateur du programme CEPIR. Le programme CEPIR, il a été lancé par 2 acteurs de l'immersif, la productrice de Tiny Planet, qui s'appelle Landia Egal, et Amaury Laburte, qui est le fondateur du studio 3D Novelab. C'est un studio qui a 14 ans, qui emploie aujourd'hui une quarantaine de personnes, et qui est un des studios français qui a produit et fabriqué le plus d'œuvres VR. Alors, avec deux grands chantiers, de grands secteurs, le secteur culturel, donc des œuvres qui vont être produites un peu comme les séries TV, comme le cinéma, avec un côté, une grosse partie de subventions publiques d'aide à la culture, et puis une autre partie qui est une partie beaucoup plus publicitaire, de promotion de produits, alors essentiellement produits du luxe, parce qu'il faut avoir des budgets publicitaires significatifs pour pouvoir s'offrir ce genre de prestations. Et Landia et Amaury travaillaient sur ce sujet-là. Et puis, depuis 5-6 ans, les premiers à nous alerter sur le poids carbone du numérique, c'était le Shift Project, qui fait de la modélisation du poids carbone de différents secteurs. Ils ont travaillé sur le fret, donc les camions, sur la santé. Et puis, ils ont travaillé sur le numérique. Et avec le numérique, l'inquiétude, c'était ce côté courbe croissante. Quelque part, la voiture, c'est notre premier poste d'émission aujourd'hui en France, mais ce n'est pas un secteur qui croît, c'est plutôt quelque chose qui est assez stable. L'alimentation, c'est le deuxième poste, mais ce n'est pas quelque chose qui croît parce qu'on ne peut pas manger plus que nos 3000 calories par jour et que globalement, il y a une prise de conscience sur le poids carbone de l'alimentation et qu'il y a de plus en plus de personnes qui végétalisent leur alimentation. Un des seuls secteurs qui nous inquiète parce qu'il est en croissance, c'est le secteur du numérique. Donc, Landia et Amaury se sont dit, on va faire le bilan carbone. Donc, moi, je les ai rencontrés en 2021 pour faire le bilan carbone d'Okawari, qui était une œuvre créative VR. Et puis, en faisant le bilan carbone, moi, j'utilise les bases de données ADEME. Et là, manque de bol, dans les bases de données ADEME, j'avais le poids carbone d'une télévision, d'un ordinateur, de 1000 km en avion, de 3000 km en voiture, mais je n'avais pas le poids carbone des casques VR. Donc là, on s'est rapproché des acteurs, des spécialistes du secteur. Et celui avec qui on a choisi de travailler, c'est Étienne Lisperasso qui travaille pour Tide Environnement et dont le travail a consisté, nous, via le réseau des acteurs de la VR, on a récupéré 4
casques VR hors d'usage. Je vous promets, ils étaient déjà fichus, hors garantie, hors d'usage. Étienne les a démontés un par un. Donc, il a vraiment séparé tous les composants, pesé les parties plastiques, mesuré les cartes graphiques. Alors, c'était un mix entre je démonte mon appareil, je pèse les différents éléments, et puis je regarde les données constructeurs, c'est quoi les caractéristiques de sa puce, parce qu'il y a des éléments qu'on arrive à démonter et à mesurer à l'œil nu. Il y en a d'autres, c'est plus fiable si on prend les données constructeurs. Et puis, Étienne, il a accès à une grosse base de données qui s'appelle les analyses de cycle de vie, dans lequel il sait, voilà, c'est quoi l'impact de l'extraction du cobalt, c'est quoi l'impact de la fabrication d'un circuit imprimé, c'est quoi l'impact de la fabrication de 1 cm² d'un écran LCD, d'un écran OLED, etc. Donc, à partir de ces bases de données, il a fait l'analyse de cycle de vie des casques. Et alors, moi, le principal indicateur que j'utilise, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à la fabrication des casques. Mais aujourd'hui, grâce à ces travaux, on sait aussi quel est l'impact sur la consommation de ressources métalliques minérales, quel est l'impact sur la consommation d'eau, quel est l'impact sur la consommation d'énergie, etc., etc. Donc, finalement, le programme CEPIR, il va servir, il est en train de servir à enrichir les bases de données. Et aujourd'hui, tous les utilisateurs de casques peuvent faire leur bilan carbone avec des données réelles qui seront la moyenne de ces 4 casques. Donc, ça permet, mais quand on fait de l'analyse de cycle de vie d'un ordinateur, d'un casque VR ou d'un téléphone, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, je vous dis, c'est 10% de la consommation d'électricité, mais en France, on a une électricité qui est très, très décarbonée. Donc, quand on consomme de l'électricité en France, ça n'a pas beaucoup d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'impact de nos équipements numériques, le plus gros poste, c'est vraiment la fabrication. Et quand on a compris ça, quand on a compris que le plus gros poste, le plus gros impact, en tout cas pour les terminaux, les centres de données, c'est pas vrai parce que ça consomme beaucoup d'énergie par rapport à la construction, mais pour les terminaux, comme le plus gros impact, c'est la fabrication, après on se dit, c'est quoi le plan d'action? À partir du moment où c'est ma fabrication qui pèse le plus, là on va se dire, il faut que je garde mon casque le plus longtemps possible. Après, ok. Et là, tu disais, en fait, il faudrait garder les équipements le plus longtemps possible, mais une des caractéristiques jusqu'à maintenant des équipements de réalité virtuelle ou augmentée, c'est leur obsolescence extrêmement rapide. Ouais. Dès qu'un nouvel équipement sort, le précédent est abandonné et laissé sur des étagères. Parce que les développeurs, développeuses, designers ont tous envie d'utiliser la dernière technologie. Voilà. Donc là, on est face à un espèce de paradoxe et voilà, on est face à un dilemme finalement parce que sur les nouvelles technologies, les smartphones, c'est un petit peu pareil aussi. Quand on regarde la durée de vie des équipements électriques, ce qui va durer le plus longtemps, c'est la télé. Sauf qu'en fait, la télé, il y a la moitié des gens qui remplacent leur télé avant qu'elle tombe en panne. Après, c'est les ordinateurs. Et puis, casque VR et smartphone, on est à peu près à équivalent. Et c'est là que je dis que on ne peut pas imaginer que tous les Français s'équipent en casque VR comme ils se sont équipés en smartphone, comme ils se sont équipés en tablette et en ordinateur, ça ne va pas être possible. Donc, là, un des plans d'action sur la VR, ce serait prolonger la durée de vie des équipements et c'est vraiment aller contre la tendance à des trucs toujours plus techniques. Là, il y a une responsabilité des fabricants. Donc, elle expliquait à Meta qu'il faudrait qu'il arrête de renouveler ses équipements aussi vite. Et quand on discute avec les professionnels, c'est comme votre smartphone. On a tous des smartphones qui sont capables de faire des merveilles et je suis sûre que 99% d'entre nous n'utilisent pas toutes les fonctionnalités. Quand on discute avec les gens de Novelab, on jette le casque, pas parce qu'on en a fait le tour, pas parce qu'il marche plus, juste parce qu'il y en a un nouveau qui sort. Et ça, il faut qu'on réussisse à se battre contre ça. Après, il y a d'autres leviers. Il y a prolonger la durée de vie. Mais on va venir au levier après. Juste peut-être le problème justement de la VR, c'est le fait que ça soit réalité virtuelle. Et tant qu'on n'a pas, en termes de technologie, atteint ce niveau en termes de qualité, je pense, de réalité, proche de la réalité, l'obsolescence, elle va toujours être là. C'est mon point de vue, en termes de... Si je me mets dans la position des big tech et de ceux qui construisent la technologie, tant qu'ils n'ont pas atteint un niveau qui est satisfaisant en termes de réalité, on va dire, ils vont continuer à construire des nouveaux terminaux. Oui, la course va continuer. La course va continuer. C'est ça le vrai problème de cette technologie. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est comme si on avait, je sais pas, des jeux vidéo
PlayStation 1 et ils veulent atteindre un niveau qui est très réel, comme si on voyait les gens réellement en face de nous. C'est ce qui cause Pour pas de boucler problème. cette partie-là, et on a des réactions dans le chat, pour boucler cette partie-là, il n'y a pas que des impacts physiques, il y a des impacts psychologiques et sociologiques. Est-ce que Nicolas, tu veux très brièvement mentionner la nature des impacts de la réalité virtuelle ou immersive, spécifiquement, pas du Oui, public en général? alors j'ai vu quelque chose récemment qui comparait les big tech au big tobacco, l'industrie du tabac. Et je trouvais ça assez réel. Donc, déjà, enfin, si on revient déjà à nos addictions sur les téléphones, euh, qui créent aussi de la dépression. Il y a des études qui montrent très bien des dépressions d'adolescents, notamment sur Instagram. Et en fait, la VR, ça va juste créer ça, mais d'une manière encore plus grande, parce qu'on va être totalement déconnecté du réel. Et au fur et à mesure, enfin, moi, ce que j'imagine, c'est que si du coup on a une expérience, on va dire, de vie, entre parenthèses, qui est qui semble plus agréable ou en tout cas plus excitante dans un métaverse, on va complètement se détacher de la vie réelle, qui est la vraie vie. Hein. À un moment, faut que les gens, il va falloir qu'ils mangent. Ils vont pas pouvoir rester toute leur vie, par exemple, Hmm. avec le casque. Et donc, et donc, retourner dans la vie réelle va être très dur et va créer beaucoup de dépression. Euh, Marie-Véronique, j'ai une question pour toi. Je crois, merci Nicolas pour le. Effectivement, je partage. Hein, enfin, les problèmes psychologiques vont être accentués. Il y a une personne qui nous dit dans le chat, ces problématiques permettront de faire émerger de nouveaux métiers pour y remédier, comme des éco-managers qui s'occupent de l'impact environnemental de leur entreprise. Alors, merci pour la participation. Pour moi, c'est complètement technosolutionniste comme critique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des perspectives rassurante sur la capacité à diminuer l'impact, le spot ridicule d'Apple sur la neutralité carbone? Est-ce qu'il y a une réalité d'un point de vue d'ingénieur? Est-ce qu'il y a une réalité à cette diminution de l'impact? Est-ce qu'il y a une réalité aussi à la recyclabilité effective, c'est-à-dire pas recyclable, mais recyclée? C'est 30%, 30% de nos déchets électriques et électroniques qui partent. Alors, avant de recycler, il faut d'abord collecter et orienter vers les bonnes filières. Aujourd'hui, il y a que 35% des déchets électriques et déchets électriques, électroniques, déchets d'équipements électriques et électroniques, D3E, excusez-moi, qui partent effectivement vers des filières de recyclage. Le souci auquel on se heurte aujourd'hui, c'est que un ordinateur, c'est à peu près 40 matériaux différents. Un téléphone, c'est 70 matériaux différents et on se retrouve à avoir associé dans ces équipements-là des matériaux qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à séparer. Quand on prend des minerais, voilà, quand on prend des minerais dans l'écorce terrestre, il y a beaucoup moins de matériaux que les technologies qu'on utilise aujourd'hui pour extraire les matériaux neufs. C'est plus simple et donc ça coûte moins cher. Donc en fait, aujourd'hui, la recyclabilité, elle se heurte au coût économique. C'est moins cher d'aller extraire des matériaux neufs dans des mines, dans des pays où les normes de pollution et les normes sociales sont très très loin des nôtres. Il faut quand même avoir en tête qu'en fait, on délocalise la pollution avec les déchets électriques et électroniques, parce que les matériaux sont en général extraits dans des pays où le droit de l'environnement, droits sociaux n'existent pas. Hein. Il y a des rapports sur le travail des enfants dans les mines. Et aujourd'hui, recycler, on sait que ça va être plus compliqué que produire en neuf. Il y a des choses, on n'a même pas essayé de le faire parce que c'était trop cher. Donc, euh, il faudrait, pour pouvoir recycler, il faudrait qu'on ait des choses beaucoup plus low-tech. Si on prend la réglementation européenne sur les voitures, il y a eu tout un travail pour limiter le nombre de matériaux différents dans les voitures, en particulier les plastiques, pour qu'on puisse les recycler. Donc, ça voudrait dire que demain, il faudrait qu'on éco-conçoive des ordinateurs, des téléphones et des casques avec moins de matériaux différents, des matériaux plus séparés. Et du coup, là, je suis pas sûre qu'on ait les mêmes performances, les mêmes possibilités de miniaturisation. Non, c'est pas évident. C'est vraiment Il y pas a évident. il y a des bonnes nouvelles. Enfin, il y a des entreprises qui commencent à faire des bonnes choses, comme Fairphone, par exemple pour les téléphones. Il y a Framework aussi pour les ordinateurs. Moi, j'ai un ordinateur Framework et en fait, je peux, si je veux, par exemple, upgrader, si on va dire dans 5 ans ou 10 ans, je vois que ça marche plus très bien. En fait, je peux changer juste la carte mère. Euh,
Ou si j'ai un problème, je sais pas, mes écouteurs, enfin mon chargeur ne marche plus. Enfin, je peux tout changer en fait. Ouais. C'est modulable. Et donc ça, c'est bon, ça va dans la bonne direction. Mais enfin, moi personnellement, je pense que tant qu'il n'y a pas de vraie régulation, c'est un problème. Que par exemple, il y a eu une régulation autour des USB-C pour les téléphones. Et maintenant, Apple doit faire par exemple, tous les fabricants de téléphones doivent faire des téléphones avec une charge USB-C. Donc, et Apple a dû changer son design pour ça. Le remplacement Et des batteries aussi. voilà, c'est Il y ça, a le- ça arrive aussi, ça arrive. Mais tant qu'il n'y a pas ça, en fait, ils vont pas faire de changement vraiment, ou ça va être très lent. Mais s'ils sont forcés à le faire, ça va aller rapidement. Parce que le problème maintenant, c'est que oui, il y a l'obsolescence, c'est parce que bah, ils doivent vendre plus d'ordinateurs et de téléphones. Enfin, c'est. Alors, comme par hasard, dans le chat, nous redit la fin de l'évolution des VR un jour grâce à l'atteinte de la réalité parfaite. Je pense que c'est pas possible. C'est la course au toujours plus. Il n'y aura jamais de réalité parfaite. C'est une ambition insatiable. C'est malheureusement tout à fait possible. Je vous ai partagé dans le chat le très beau travail de l'ADEME sur les scénarios prospectifs, les 4 scénarios. Juste pour préciser par rapport aux espoirs d'une solution technique à ces problèmes, le seul scénario de l'ADEME qui aboutit en 2050 à une diminution de l'impact du numérique, c'est le scénario qui s'appelle Génération frugale et qui est un scénario de sobriété assez forte. Les 3 autres scénarios aboutissent à une augmentation plus ou moins intense de l'impact du numérique. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui on ait des raisons scientifiques ou des raisons solides de croire à la possibilité d'une croissance technique verte, où je crois que c'est juste un mythe Mhm. pour les enfants, en fait, une Il y a, histoire. il y a aussi un mythe sur la technologie et le fait que ça rend nos vies meilleures. Euh, j'ai vu un article récemment qui dit que ça rend pas nos vies meilleures nécessairement, mais nos vies plus rapides. C'est-à-dire qu'on a plus de technologie, du coup on fait plus de choses. Et en fait, la promesse de la technologie devrait être que en fait on travaille moins, où il y en a moins de stress. Et en fait, c'est l'opposé quoi qui se passe. Donc c'est une fausse promesse. Hmm. Alors, j'ai 2 questions dans le chat qui nous amènent à cette partie. Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est pas du tout rassurant. Et paradoxalement, on est une centaine sur Twitch à vous écouter en parler, chacun sur nos ordi ou portables. Alors, on fait quoi? Et puis, Yuna Orsini qui nous dit, quand on est une équipe produit et qu'on doit, entre guillemets, travailler sur une expérience immersive, quelles limites se pose-t-on nous-mêmes? Quel budget environnemental définir pour l'XP, les pages web en question? Et comment gérer l'accessibilité de l'expérience immersive? Une formation Access 42 conseillait la mise à dispo d'une alternative accessible pour chaque expérience immersive non accessible. Est-ce alors raisonnable de proposer l'expérience immersive dans ce contexte environnemental? En fait, ce qui est dans ces 2 questions, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bénéficier quand même des qualités de l'immersif, mais de façon soutenable. Est-ce que vous avez des exemples ou des voix? Je vous écoute, celui qui, ou celle qui veut. Euh, alors, euh, de ce qu'on avait discuté, une idée qu'on avait eue tous ensemble, ça serait peut-être que de rendre la VR un lieu commun, comme un cinéma, où en fait on irait vivre des expériences immersives. Et en fait, ça permettrait d'avoir moins de matériaux, moins de casques à produire. Donc ça serait déjà une première étape. Et d'éviter que ça soit quelque chose personnel. Donc ça, c'est... Après, pour produire les expériences, je ferai un peu le comparaison parce que je connais un peu mieux les sites web. C'est-à-dire que nous, au studio, pour produire des sites web éco-conçus, ben, en fait, on se met des limites. C'est-à-dire que comme la planète Terre a des limites, ben, on fixe des limites dans nos designs. Et par exemple, on se dit, bah, on va pas faire un exemple commun dans les sites, c'est plein de sites mettent des vidéos en, en lecture automatique en fond avec du texte par-dessus. Et ça, en fait, ça consomme des données pour pas grand-chose. Et donc, c'est juste une manière, et donc on évite ça, et c'est une manière de designer différemment. Euh, et donc, il y a des exemples, enfin, quelque chose de léger, ça peut être, et de aussi euh, utile. En fait, c'est des expériences qui peuvent nous permettre de se mettre à la position d'autres personnes
qui n'ont pas la même expérience de vie que nous. Donc une expérience très légère en VR, c'est par exemple l'expérience d'une personne aveugle, où en fait le casque il est quasiment noir, quoi, il y a rien, et on a le son et on peut vivre cette expérience et se positionner à la place de quelqu'un. Ou il y avait aussi un exemple sur une personne atteinte d'autisme, où en fait quand elle parle à une personne, euh, en fait, regarder l'autre personne en face, il y a beaucoup trop d'informations qui arrivent. Donc, les personnes atteintes d'autisme ou d'un certain type d'autisme ont tendance à détourner le regard. Et donc, il y a une expérience VR qui permet de se plonger dans ça. C'est-à-dire que quand on regarde les gens en face, en fait, on comprend plus rien. Il y a trop d'informations. Et pour vraiment parler, on est obligé de détourner le regard et de physiquement faire le même geste. Et c'est ce qui est intéressant dans la VR. Enfin, il y a quand même des choses intéressantes. C'est une autre manière de raconter et de raconter des histoires. Euh, voilà. Mm. Merci, Je- Marie-Véronique. Ouais, j'ai envie de rebondir sur ce que Nicolas vient de nous partager. En fait, il a cité que des exemples où la VR rajoutait vraiment quelque chose Mm. par rapport aux autres outils à notre disposition aujourd'hui. Donc, je pense que pour les développeurs de projets 3D, hein, de projets qui soient artistiques, culturels, il faut vraiment se poser, faire ce côté analyse coût-bénéfice et comparer les supports et les médias sur lesquels on veut travailler avec l'alternative un petit peu plus low-tech ou basique existante. Par rapport à l'accessibilité, je crois que c'est les centres des monuments nationaux. J'ai l'impression que systématiquement, ils essayent de faire en sorte que leur projet soit accessible au plus grand nombre. Donc, pas seulement sur des casques VR, mais aussi sur des ordinateurs assez basiques. Je crois que leur cible, c'était de pouvoir être diffusé dans les écoles. Donc là, ça veut dire avoir des projets qui soient pas trop lourds, donc pas forcément avec une grande définition, pas forcément trop longs. Euh, et que ça les oblige à avoir des projets qui soient compatibles avec des équipements plus anciens. C'est clair que par rapport à ce qu'on a dit, quand on se dit l'impact, c'est la fabrication des équipements, prolonger la durée de vie, donc avoir des projets qui soient compatibles avec du matériel ancien, si possible l'ordinateur. Alors, les expériences dont Nicolas vient de parler sur ordinateur, ça n'aurait pas de sens parce qu'il n'y a pas ce côté vraiment intérêt d'être immergé dans un autre monde. Il y a la mutualisation des équipements. Donc là, l'exemple avec des salles ou les musées, les bibliothèques, tous ces lieux culturels, c'est voilà, qu'ils soient privés ou publics, c'est des endroits idéaux pour présenter la VR. Et puis voilà, le côté substitution des équipements par des équipements moins consommateurs. Euh, on aura peut-être des casques plus simples, peut-être l'équivalent du Fairphone pour des casques VR avec. En fait, quand on regarde les tout débuts de la VR, je ne sais pas si vous avez eu en fait, c'était un boîtier en carton avec deux Mm. lentilles et on rentrait son smartphone dedans. Ouais, ça, Donc, je l'ai fait, je me voilà, souviens. et avec ces expériences-là, on a déjà des trucs qui sont pas mal. Là, dans les expériences auxquelles je pense, on se balade parmi les dinosaures ou parmi les mammouths, même si la définition est pas terrible. En fait, Mm. vous regardez les livres pour enfants, c'est pas des dessins photoréalistes, hein, qu'avec des dessins, j'allais dire, low poly et très simples, on arrive à créer des émotions, on arrive à créer des immersions qui peuvent être artistiquement, moi je trouve certaines fois beaucoup plus belles qu'un film réaliste. Et donc, je pense que pour les artistes, il y a moyen avec des casques, il y aurait moyen avec des casques assez simples, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des fabricants? Est-ce qu'il y a un marché? Voilà. Le souci d'avoir un nombre restreint de casques dans des espaces mutualisés, c'est est-ce que le marché est suffisant pour qu'il y ait des gens qui ont envie de fabriquer des casques pour ça, que artistiquement, avec des choses assez low-tech, il y a moyen de faire. Voilà, le rêve, il n'a pas besoin de choses hyper photoréalistes pour opérer. Euh, Donc des choses moins gourmandes techniquement, des expériences qui vont explorer la dimension poétique sans forcément ouais, cette course à la réalité, des équipements mutualisés, des équipements par ouais. exemple publics. Et puis l'importance de la narration, parce qu'en fait, Mm. dans la VR, il y a l'image, mais il y a aussi toutes les interactions qu'on va construire, le fil de l'histoire. Je pense que, alors il y a peut-être moins de boulot pour les techniciens purs, mais il y a plus de boulot pour les Il y auteurs. a, il y a peut-être une comparaison à faire. Enfin, sur les jeux vidéo, si vous prenez par exemple ce que fait Sony ou Microsoft,
avec Nintendo, il y a toujours une compétition sur la console la plus forte, la plus Puissante. puissante, pardon. Et Nintendo, en fait, s'est toujours mis un peu à côté de ça et a essayé de créer des expériences différentes, euh, mais moins techniques, moins puissantes. J'ai toujours trouvé ça très intéressant et ils font, enfin, en termes d'utilisateurs, je sais pas, mais il y a probablement autant de personnes sur Nintendo que sur les autres. C'est pas, en fait, c'est pas besoin de puissance, plus de puissance pour fournir des histoires, des émotions Mm. plus puissantes. Ouais, je sais pas, un des Voilà. premiers jeux, c'est pas Minecraft. Quand on voit le design de Minecraft, il y a un côté Ouais, métavers. ouais, Il y a un aussi. côté métavers et persistant pour le coup. Après, je sais pas, personne n'a fait le bilan carbone parce que c'est vrai qu'il est démultiplié sur plein de serveurs. Je pense que voilà, vraiment pour le public qui nous entend, dont j'ai compris que vous êtes étudiant sur ces sujets-là, il y a, faut vraiment pas vous laisser embarquer par la technologie. Moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'en fait, les ingénieurs, hein, j'en fais partie, eux, ils produisent des objets. Et que finalement, c'est comme si les moyens avaient remplacé la fin. Ils vont nous dire, bah voilà, on a fait Hmm. la 5G et maintenant, vous les créatifs, qu'est-ce que vous faites? On développe la VR, les casques VR, et maintenant, vous les créatifs, qu'est-ce que vous en faites? Et que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas exploité le quart de la moitié des outils qui existent déjà aujourd'hui, Hmm. d'un point de C'est vue, en tout cas, création. c'est pareil, si un client ou quelqu'un qui veut, on veut une expérience VR, en fait, mais c'est comme dans tout, c'est même, on veut un site web, c'est se poser la question de l'utilité. Est-ce que c'est vraiment utile pour ce projet-là, pour les objectifs du projet? Est-ce que c'est adapté? Voilà. Oui, là, tu questionnes le fait, la possibilité de challenger le besoin, Voilà. Ouais, l'utilité. ouais. Et j'entends avec cette idée d'un immersif à la Nintendo, d'un immersif qui renonce à la puissance un peu, qui va essayer de chercher une poésie, une fragilité. J'entends une voix que je trouve très très intéressante, c'est-à-dire faire chercher la beauté avec moins, avec peu de choses, pas chercher Hmm. à tout prix à faire la chose la plus réaliste possible. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples à partager euh, avant qu'on vienne à la question évoquée sur l'accessibilité? Euh, alors, moi, avec le studio, la beauté, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de pousser. Parce que, en fait, dans la beauté, c'est aussi soutenable. C'est-à-dire que la beauté, si vous pensez à un produit que vous avez et qui est beau, vous avez aussi tendance à le garder plus longtemps. Euh, et la beauté fait partie aussi de l'être humain. Enfin, on s'est toujours dirigé dans la nature grâce à la beauté. Genre, un fruit qui est plus beau qu'un autre, ça veut dire qu'il est qu'il est bon à manger, quoi. Donc, j'ai toujours, voilà, je sais pas si j'ai un exemple, mais enfin, je pourrais citer pareil les sites bas carbone. Et on a un annuaire de sites qui s'appelle Low Directory. On essaie de lister des sites web qui sont à la fois beaux et légers. Et il y en a plein, quoi. Enfin, c'est une manière de designer. Donc, pareil, je reviens sur cette idée de cadre de travail. Et il y a moyen de faire des choses très très belles dans ça. Voilà. Après, des expériences immersives, je connais moins, donc j'aurais pas d'exemple vraiment autour de ça. Peut-être des jeux vidéo, mais faut que je m'en souvienne. Yuna Orsini, garder le V, le virtuel, mais pas le R, pas essayer de refaire la réalité nécessairement. Ouais, ouais. Mm. C'est un bon programme. Mm. Ouais, ou de renommer ça. J'ai pas d'exemple de ceux que ceux en plus de ceux que tu as partagés là, parce que j'ai oublié les noms. Quand on va dans les festivals à La Rochelle, on a la chance d'avoir Sunnyside of the Dock et Pixie. Donc, comme je suis sur place, j'y vais d'un petit coup de vélo. J'ai vraiment vu des choses très belles, moi, mais j'ai oublié les noms, et vraiment rappeler ce côté, les albums jeunesse où les artistes peuvent voilà, le même dessin, ça peut être fait à l'aquarelle, ça peut être fait à la gouache, ça peut être fait en papier carton, et que Non, ou alors un film des studios Ghibli ou Miyazaki comparé à un film, je sais pas, Avengers et Marvel. Enfin, en termes de technique et de production, enfin, et de
proche de la réalité ou pas. Enfin, même Ouais. si, bon, Avengers, c'est pas proche de la réalité, mais voilà, Visuellement, oui. visuellement. Et sur la question de la réalité augmentée, est-ce qu'il y a des enjeux techniques ou créatifs particuliers que vous avez pu observer? Est-ce qu'il y a des problématiques particulières? Ça n'a pas l'air de trop bien marcher malgré tous les efforts Non. industriels. Moi, je trouve qu'il y a une problématique. Il y a par exemple Facebook encore qui a récemment lancé des lunettes avec Ray-Ban. Et en fait, pour moi, le vrai problème, c'est les caméras. C'est-à-dire que c'est cette surveillance non-stop où tout le monde va avoir une caméra sur les yeux, pointée vers les autres. Euh, voilà. Donc, moi, ça serait une problématique de cette surveillance encore plus infinie. Voilà. Parce que c'est ça, en fait, c'est une surveillance pour rendre après les gens, pour avoir plus de données, pour rendre les gens encore plus addicts. Voilà. C'est ce que tu évoquais, Marie-Véronique, en parlant des montagnes de données générées par Ouais. les Voilà, produits ouais, ouais. assistants. En fait, Ouais. il y a un moment. Complètement, parce qu'en fait, faut avoir en tête que quand vous avez un casque VR sur la tête, pour pas que vous vous preniez le mur ou le canapé ou la table basse, et puis on va dire les premiers casques, on avait des contrôleurs dans les mains. Là, vous avez des casques où en fait le mouvement de vos mains va suffire à interagir avec l'environnement. Donc en fait, vous avez des caméras qui doivent bien saisir ce que font vos mains, saisir l'environnement pour vous resituer, et donc ça filme en permanence votre intérieur. Et l'intérêt d'aller vers des espaces publics et un usage mutualisé des casques, ça fait qu'on a moins cette intrusion éventuellement de méta chez nous. Hein. Ça, c'est un problème qu'on trouve avec plein d'outils d'observation et de surveillance des domiciles. Sur le fait de parler de la réalité augmentée, moi j'ai très peu d'expérience dans ce domaine-là. C'est peut-être un sujet qu'on n'a pas évoqué là, c'est quand même l'utilisation de la VR et en particulier de la réalité augmentée dans le monde industriel. Où là, moi j'ai l'exemple d'opérateurs humains, donc pas des drones ni des robots, mais qui vont intervenir sur site, une réparation compliquée, une intervention sensible, mais qui ne sont pas forcément les plus compétents pour intervenir et qui vont utiliser ces outils, ces lunettes de réalité augmentée pour que quelque part ailleurs en France ou ailleurs dans le monde, il y ait un technicien qui connaisse parfaitement la technologie, qui puisse voir en direct sur son écran ce que fait l'opérateur humain. Mais l'opérateur humain garde ses mains libres pour finalement, il a l'oreillette et puis l'opérateur à distance qui va lui dire, ben là, c'est le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu, en plus compliqué. Donc, ce qu'on n'a pas évoqué là autour de la table ce matin, c'est des usages, j'allais dire des usages industriels de la VR qui peuvent avoir un certain intérêt. Voilà, cet exemple-là, où sur des équipements rares, on n'a pas forcément un expert dans chaque département. Et plutôt que le gars fasse 400 km en voiture, bah, dans la même journée, il va pouvoir intervenir sur 3 sites différents avec ses opérateurs décentralisés. Et dans ces cas-là, il y a tout ce qui est utilisation des jumeaux numériques en industrie, qui peut permettre de faire des maquettes virtuelles, là où avant on faisait des maquettes avec des matériaux réels, voire on construisait et on cassait après parce qu'on se rendait compte qu'on avait fait des bêtises et qu'il y a certaines erreurs de conception qui peuvent être résolues d'abord en VR sur un jumeau numérique avant qu'on construise le bâtiment ou l'équipement. Et puis, qui va être formation. Donc là, c'est moins fun, mais par exemple, formation où voilà, les grutiers qui interviennent sur des matériaux voilà, dans le nucléaire ou des choses comme ça. En fait, la VR, ça vient des simulateurs de vol. Hein. Avant de lâcher les gars sur un avion, ben, ils vont passer des heures et des heures sur simulateur. Maintenant, j'ai vu qu'on faisait ça pour le permis de conduire. J'ai mes gamins qui ont passé le permis de conduire. Là, c'est moins, le simulateur me paraît moins nécessaire. Mais voilà, tous les manipulations d'engins de chantier dans des conditions difficiles, les militaires. L'intérêt de la VR, c'est que c'est beaucoup plus fort qu'un ordinateur. Les journalistes de guerre, eh ben, ils sont formés aux gestes d'urgence en VR pour voir, parce qu'on ne réagit pas tous pareil en cas de stress. Il y a des gens qui vont, voilà, en cas de stress, ça va être des machines, ils vont faire ce qu'il faut, ils vont appliquer la méthode, d'autres qui vont être tétanisés. Ben là, ça permet de voir, de vous mettre en situation de stress et de voir si vous êtes apte à aller sur un terrain de guerre ou pas. Donc là, on peut dire que tu évoques des usages de spécialistes ou de niches Ouais.
On de est niche. très loin d'une utilisation massive. Oui, voilà. Et du coup, qui pose pas ce problème d'impact à partir du moment où ça reste un usage de niche et mutualisé, puisque si c'est de la formation, le même équipement, il va pouvoir former des dizaines et des centaines de personnes. Donc voilà. J'ai l'impression, pour tenter de synthétiser ce que vous avez dit tous les deux, qu'en fait, cette idée de VR massive ou de métaverse, en fait, il y a derrière le capitalisme de surveillance, comment faire pour obtenir de plus en plus de données sur les personnes, et ce modèle publicitaire numérique qui vise à réutiliser euh, les données qui ont été collectées plus ou moins malgré les personnes de façon à vendre de l'espace publicitaire et du temps de cerveau disponible. Et puis de vendre des objets qu'on réplique pour zéro. De vendre des Mm. objets dont la réplication a un coût marginal nul. Vous allez dans le Oui, métavers et vous allez pouvoir acheter, je dis un truc en rigolant, mais un Picasso, des baskets Nike. Oui, il y a de la Elles coûtent cher à spéculation fabriquer. immobilière maintenant sur le métaverse aussi. Voilà. oui, le même truc un peu grotesque que les NFT, c'est-à-dire on a des biens qui sont non rivaux et on essaye de créer une fausse rivalité technique de façon à vendre à plusieurs exemplaires un truc qui Oui. se duplique gratuitement. Ouais, ben, je pense qu'il y aura des NFT dans le métavers. Si un métavers commercial voit le jour, le modèle économique sans achat de... Il n'y aura pas que la pub. Je pense pas que la pub suffise à maintenir un truc aussi compliqué. Quand on regarde, je sais plus, je crois que Nike a déjà investi des choses dans le métavers. McDo a mis des brevets pour s'assurer qu'il y aurait pas que s'il y avait des McDo dans le métavers, ce seraient les siens. Il y a cet enjeu de vente de produits virtuels dont la réplication coûte rien. Mm. Mais alors tout ça, c'est juste une gigantesque arnaque. Ben, c'est qu'en fait, comment on va dire, l'automatisation et l'énergie a libéré des bras et des cerveaux qu'aujourd'hui on essaie d'occuper. Je caricature un petit Mm. peu, mais euh, Le métavers, c'est une version un peu tordue d'une société d'abondance où les gens pourraient s'occuper en faisant de la poésie, mais au lieu de ça, ils vont acheter des NFT Mm. dans le métavers. mais non, c'est qu'en fait on n'accepte pas, on n'a pas converti, en fait on n'a pas converti nos gains de productivité en temps de loisirs. Et Ouais, donc, non, pour créer des emplois, on crée le métavers. Je caricature un peu, mais c'est un petit peu ça. bah, c'est de la croissance infinie. C'est le paradigme de la croissance infinie. Toujours plus. Donc, métavers, c'est comme une nouvelle planète avec un nouveau commerce et tout ça. Donc, c'est juste une. Enfin, moi, je vois ça. Enfin, c'est normal que ça soit Facebook qui soit renommé Meta, parce que c'est l'expérience ultime pour eux. Hmm. Euh, voilà. Mais plutôt que de passer du temps avec nos amis ou de jouer de la musique, eh ben, on va aller sur un monde virtuel imaginaire pour vendre des choses qu'on peut dupliquer gratuitement. Ouais, alors je vais peut-être vous rassurer un peu, c'était peut-être le vœu des promoteurs, mais Hmm. si on reprend c'est quoi? C'était 2021, l'annonce de Meta, du métavers. Il annonçait la création de 10 000 emplois. Je crois que pour l'instant, Facebook licencie plus, hein. Donc peut-être qu'en fait, on est en train de critiquer un truc qui n'adviendra pas parce qu'il ne Ouais. correspond pas à un besoin humain. Ça, Ce qui c'est une est, bonne nouvelle. ce qui est marrant, c'est qu'on dirait que c'est un nouveau Second Life. Je sais pas, il y a 15 ans, il y avait quelque chose qui ressemblait à un métaverse, sans les casques, hein. On avait son avatar et on circulait dans un univers en 3D et on pouvait acheter des choses dedans qui s'appelait Second Life et ça n'a pas marché. Et là, c'est pareil. Et donc, Et comme par hasard, dans le chat, nous dit, mais la data, ça permet aussi de faire de belles fonctionnalités, non? Est-ce qu'il ne faudrait pas juste encadrer davantage ce domaine pour limiter les dérives et l'utilisation des data utilisateurs à des fins de surveillance? On en est où sur le sujet? bah, ouais, la régulation, c'est l'enjeu. Enfin, on le voit aussi maintenant avec l'intelligence artificielle. Le vrai enjeu, ça va être ça, au sens. Ouais, là, Euh, je suis désolée, ça sort de mon domaine de non, mais c'est compétence, mais c'est un bon. enjeu. Voilà, et il y a un enjeu de démocratie derrière tout ça. Et je Ah, pense que ouais. l'Europe, on est plutôt, je pense qu'on n'est pas en retard. J'ai l'impression qu'avec le Hum, RGPD et toutes ces choses-là, c'est peut-être l'Europe qui peut. En plus, comme les industriels sont plutôt des industriels américains, on peut dire que l'Europe n'a pas ce conflit entre intérêt économique et intérêt de la population, et on est peut-être l'instance politique qui est la plus apte hum. à réagir et à mettre en place des normes qui s'étendent après au reste du monde, quoi. Le problème, c'est quand il y a des compagnies qui deviennent plus puissantes que des États ou des organisations d'État. Et ça commence à être le cas, hein. Enfin, Google, Ouais, mais Facebook, ils commencent à être.
comment dire, on ne peut pas donner à manger à un âne qui n'a pas faim ou avoir un âne qui n'a pas soif. Il y a un moment, c'est aussi à nous de. Ah oui, Aujourd'hui, non, je suis les gens d'accord. qui payent des stages de déconnexion. La Chine, si. Alors non, en fait, je dis des bêtises parce que la Chine, elle a mis en place, normalement, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas passer plus de 3 heures sur les jeux vidéo. Alors, je ne sais plus quel est le contexte exact, mais je crois que la Chine s'est rendu compte de ce que tu disais tout à l'heure, en fait, cette addiction des jeux vidéo auprès de la jeunesse. Il n'y a pas besoin de la VR pour ça, hein. Il y a des gamins qui passent des journées dans leur chambre enfermés sans bouger. On n'a pas parlé de ça aussi, tout l'impact sédentarité, l'impact sur la vue, les épidémies de myopie. Mais si un pays comme la Chine peut réguler pour limiter les usages. Donc, c'est soit nous, en tant que consommateurs, de décider de ce qu'on fait de notre temps, de ne pas se laisser imposer finalement. Moi, je connais des gens qui ont désinstallé un certain nombre de réseaux sociaux de leur téléphone pour pour descendre en stress et retrouver du temps. Mais ça peut, enfin, ça. Qualité. Alors, je suis d'accord, mais il faut les deux, à mon sens. Oui. Par exemple, moi, j'ai essayé de quitter WhatsApp. Mm. Et en fait, j'ai dû revenir dessus parce que il y a une pression, il y a la pression aussi sociale. Enfin, quand il y a tout le monde qui est dessus, ça devient dur. Enfin, c'est soit se couper de certains liens sociaux, soit, enfin, voilà, c'est un peu. Donc, il faudrait les deux. Enfin, il faut les consommateurs, mais aussi la régulation, à mon sens. Oui, et donc Euh, là-dessus, pas plus tard que ce matin ou hier, j'ai entendu qu'il y a une réglementation européenne pour répondre à ta question, hmm. qui a listé un certain nombre de messageries. Il me semble que dedans, il y a Messenger, il me semble qu'il y a WhatsApp. Les autres, je ne me souviens pas, qui voudraient les obliger à l'interopérabilité. Finalement, que tu puisses, Ouais. que quelqu'un qui n'aurait que les SMS puisse recevoir certains messages WhatsApp, etc. Donc, en fait, l'enjeu que tu soulignes là, il a déjà été identifié Ok. par une partie des politiques au niveau européen. Je crois Donc, qu'il s'agit du Digital Market Act, si je ne me trompe pas, ouais, c'est peut-être qui plus au régule. courant que moi. Voilà, donc Mais alors, moi, je les vois ça le compagnies même électriques, sujet hein, les compagnies. des 2 tonnes de carbone. C'est pareil. À mon sens, c'est la même chose. C'est-à-dire que, OK, il y a la partie individuelle et consommateur, mais il y a toujours une partie structurelle de la société qui fait que il y a des choses qu'on peut pas, enfin, individuellement, c'est très dur. Mm, mm. Voilà. Ouais. Alors donc, si je résume, ces idées, si elles étaient massifiées par des acteurs publicitaires, pourraient aboutir à une génération de personnes obèses et myopes, désocialisées. Et C'est un climat catastrophique. c'est Wall-E. C'est Wall-E. Wall-E, donc on est vraiment dans un très bon projet là, c'est très très chouette. Néanmoins, les technologies peuvent permettre de très belles expériences créatives. Il faut juste pas confondre création et publicité. C'est ça. Oui, et puis la fin et les moyens, comment on va dire. Les moyens, c'est les outils. La fin, c'est une expérience sympathique. Et juste de remettre l'informatique et le numérique et la VR à sa juste place dans nos vies. Merci beaucoup pour ce très beau mot de conclusion. Merci à toutes et à tous d'avoir été là et pour vos questions. Et puis à très vite pour la suite et la fin du programme de Reboot. Mm. Merci. Merci, au revoir.